Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. L'actualité nationale reste dominée par la signature en marge de la COP22, par la signature des présidents gabonais Ali Bongo Ondimba et équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Zogo ce mardi d'un compromis juridictionnel visant à soumettre le différend sur l'île Banié à la Cour internationale de justice. Au niveau international, une dizaine de chefs d'État d'Afrique et du monde prennent actuellement part à Marrakech, au Maroc, à la conférence des parties à la Convention sur les changements climatiques COP22, qui est le rendez-vous de l'action, de l'innovation et du partage de solutions pour la mise en œuvre des résultats de la COP21. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons avec la page du Gabon dans un entretien exclusif accordé au journal marocain ce mardi matin. Le président Ali Bongo Ondimba souhaite un resserrement des liens avec la coopération Sud-Sud pour mieux lutter contre les grands défis des changements climatiques auxquels font face le monde en général et l'Afrique en particulier. Le chef de l'État du Gabon souhaite également que le Royaume du Maroc retrouve sa place dans l'organisation de l'Union africaine pour que le continent soit en marche vers une nouvelle ère, celle du développement autonomisé. Les détails avec Jamila Mbengman. Arrivé le week-end écoulé à Marrakech au Maroc pour prendre part aux travaux de la 22e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP22, le président Ali Bongo Ondimba, lors d'un entretien au quotidien marocain le matin, est revenu sur le partenariat stratégique qui existe entre le Gabon et le Royaume du Maroc, mais aussi sur l'importance de resserrer les liens d'amitié et de coopération entre pays du Sud, dans le but de faire entrer le continent dans une nouvelle ère, celle du développement autonomisé. Le Gabon, qui fait partie des pays signataires de l'accord de Paris, s'est engagé de façon historique pour la préservation de la faune et de la flore, qui pour le chef de l'État a des impératifs de sécurité nationale et favorise la transition vers une économie ouverte à l'égalité des chances par la gouvernance citoyenne. Pour l'exécutif gabonais, il est temps que le continent africain se prenne en charge en ayant conscience des enjeux du moment afin de s'inscrire dans le temps de l'action et dans le concert des nations. Toujours à Marrakech au Maroc, mais cette fois en bref et en images, en marge de la conférence des parties à la Convention sur les changements climatiques COP22, le président gabonais Ali Bongo Ondimba et son homologue de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Zogo, ont signé ce mardi un compromis juridictionnel visant à soumettre à la Cour internationale de justice le différend frontalier entre les deux pays concernant l'île Mbanié. Un accord également signé par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en qualité de témoin. Écoutons Guiro Satanga Vignon, le premier secrétaire général adjoint de la présidence de la République, secrétaire permanent de la Commission nationale sur le différend Gabon-Guinée. Les deux chefs d'État se sont retrouvés donc cet après-midi en présence du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, pour procéder à la signature du compromis juridictionnel qui doit permettre à nos deux pays, le Gabon et la Guinée équatoriale, de présenter leurs différends à la Cour internationale de justice à La Haye. Ce compromis juridictionnel, il faut le rappeler, est en négociation depuis bientôt 10 ans. Ça peut paraître excessif, mais il faut comprendre qu'il s'agit de questions essentielles pour l'un et l'autre des États. Et à partir de ce moment-là, il va de soi que c'est des négociations difficiles, des négociations dans lesquelles chaque mot, chaque virgule compte. Et ça suppose donc qu'à un moment donné, chacun des États, chacune des délégations soit capable de faire un pas pour arriver à un minimum de consensus. Donc c'est le lieu à nouveau d'exprimer notre gratitude à l'Organisation des Nations Unies et aux secrétaires généraux successifs, puisque la médiation sur le différend Gabon-Guinée a été inaugurée par le secrétaire général Kofi Annan avant d'être reprise par le secrétaire général Ban Ki-moon. Restons en mer et toujours dans le golfe de Guinée avec la problématique des crises en mer qui a fait pendant 2 jours l'objet d'une formation qui vise à expérimenter une organisation de gestion de crise maritime. Cet exercice intervient à la fin du projet Route maritime critique dans le golfe de Guinée, Grimgo, qui a pris fin et laisse place à un autre programme, GOGIN 2016-2020, soutenu par l'Union européenne.
Andy Tungi pour les détails. Le projet CRIMGO initié par l'Union européenne vise à doter les pays membres de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'une véritable politique maritime régionale. C'est dans cette optique qu'une formation des acteurs du domaine maritime gabonais a été initiée il y a quelques jours au port d'Ovendo au sud de Libreville. Il s'agit ici d'une action en mer. Vous avez vu tous les horizons. Nous venons tous, chacun d'un département qui participe pleinement à la réussite de ce genre d'exercice, mais surtout pour valoriser les entités dans lesquelles nous exerçons. Parce que ces amis qui ont une grande expérience nous apportent leur savoir, mais en retour, nous devons nous montrer assidus, disponibles pour, dans un avenir très proche, nous allons conduire nous-mêmes ces exercices. Outre la sensibilisation des acteurs étatiques gabonais, l'un des objectifs vise à expérimenter une organisation de gestion de crise maritime face à un événement dans les eaux territoriales. Cette session de formation a été marquée par la présence des experts français du CRIMGO. Le ministère de la Défense gabonais entend mettre tout en œuvre pour endiguer le phénomène de piraterie maritime au Gabon. Sur un tout autre plan, il y a quelques jours, le gouvernement gabonais a adressé un ultimatum aux occupants illégaux des logements sociaux d'Angondje au nord de Libreville. La date butoir pour le départ de ces habitants illégaux étant fixée au 15 novembre prochain, occasion pour la rédaction de Gabon 24 de se rendre sur les lieux pour constater si les mesures gouvernementales sont respectées. Le point dans cet élément de Mirandangue et Jospin Bombadianga. Les logements sociaux d'Angondje au nord de Libreville restent toujours habités malgré la date butoir fixée au 15 novembre 2016 qui demandait aux habitants des lieux de quitter ces habitations. Ici, rien ne semble présager un départ volontaire. C'est vrai, nous sommes entrés illégalement, on le reconnaît. Mais tout ce que nous demandons, c'est que, nous ne refusons pas de partir, mais au moins qu'on nous accorde un bon délai. Pour des personnes qui ont résidé dans un endroit depuis plus de 5 mois, qui ont déjà acquis des habitudes, pour qui les enfants sont inscrits dans les écoles de proximité, pour qui certains ont perdu des logements dans des quartiers sous-intégrés et qui sont en pleine année, scolaire. Qu'on leur donne un délai de 8 jours, c'est vraiment minime. Mais certains demandent du temps supplémentaire afin de s'organiser. Prendre le caractère social de l'affaire et nous donner un délai raisonnable qui puisse faire en sorte que les gens soient sensibilisés par nous qui sommes des leaders de cette affaire, sensibilisés pour qu'ils partent, parce qu'on ne peut pas faire le bras de fer avec l'État. Surnommée la cité de l'égalité des chances, ces logements sociaux sont occupés de manière illégale depuis près de 6 mois par des personnes à qui le gouvernement gabonais a demandé de libérer les lieux ce mardi 15 novembre, à l'heure où les propriétaires légaux commencent à rentrer en possession de leurs contrats. Le secteur de la justice en République gabonaise fait partie des préoccupations majeures du gouvernement. Dans un entretien accordé à la matinale de Gabon 24 ce mardi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits humains présente quelques chantiers de la justice et les raisons pouvant justifier ses choix. Le compte-rendu de Linda Gaël Maganga. Garantir l'état de droit afin d'inciter les investisseurs à choisir le Gabon comme pays idéal pour l'évolution de leurs affaires, en plus d'assurer au personnel du secteur de la justice de meilleures conditions de travail, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, met un accent particulier sur ces 2 priorités pour une justice forte au Gabon. Une justice forte va mettre en avant-garde une stabilité et amener même les investisseurs, parce que le développement économique que le président veut mettre en place, il souhaite que la justice puisse être à l'avant-garde pour que le développement économique puisse se faire. Aucun investisseur ne peut venir à un pays si l'état de droit n'est pas garanti. La gestion de la population au milieu carcéral constitue un autre pan des chantiers prioritaires pour la justice. Le ministre Alexis Boutambambina s'active dans le projet de construction d'une nouvelle prison moderne à Colton, sur la Nationale 1, à plus de 30 km de Libreville.
En militant pour une justice plus forte, équitable et indépendante, les autorités gabonaises comptent renforcer le système judiciaire en apportant une politique efficiente. Pas en reste le ministère de la Promotion, des investissements privés, du commerce, du tourisme et de l'industrie qui a lancé ce mardi la campagne de sensibilisation à l'endroit des opérateurs économiques à Libreville. L'objectif étant de régulariser et de réglementer l'activité commerciale au Gabon et ce, durant une semaine, tel que nous le rapporte Katia Sandon. Dans le but de régulariser et de réglementer l'activité commerciale au Gabon auprès des opérateurs économiques, le ministère de la Promotion des investissements privés, du commerce, du tourisme et de l'industrie a lancé ce mardi la campagne de sensibilisation. Cette campagne, qui va durer une semaine, se veut être un levier pédagogique, mais aussi un vecteur dans l'objectif d'éclairer et d'étayer les missions régaliennes qui caractérisent le fonctionnement du dit ministère. En conformité aux textes législatifs et réglementaires qui régissent la Direction générale du commerce, celle-ci est chargée, entre autres, de concevoir et veiller à l'application de la réglementation relative à l'exercice au contrôle des activités commerciales, de lutter contre le commerce informel en incitant les opérateurs économiques à formaliser leurs activités, de proposer et de mettre en œuvre toutes mesures de facilitation des échanges commerciaux. Une période de sensibilisation que le ministère espère bénéfique. On veut le meilleur pour la première phase, bien sûr, et que l'opérateur économique puisse clairement identifier sur le terrain, savoir les matières sur lesquelles sont fondées nos opérations de surveillance et leurs outils de régulation, en maîtriser les bases juridiques et savoir à quelle porte frapper s'il juge qu'il a été l'objet d'abus de pouvoir de la part de nos collaborateurs. Après plus d'un an de réforme et de suspension de ces activités de régulation et de surveillance, le ministère en charge du commerce compte reprendre ses prérogatives. Et puis refermons cette page du Gabon avec cette actualité de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale qui a en effet procédé ce lundi à Libreville à une opération d'identification et de sensibilisation des employeurs et employés du secteur privé non enrôlés à la CNAMGS. Le reportage de Bienvenue Nelken, Alexandre Nkwa. S'assurer que les employeurs et les employés du secteur privé s'affilient bien à la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, c'est l'objet de la campagne d'identification et de sensibilisation menée sur le terrain par la CNAMGS. Une sensibilisation démarrée lundi dans la capitale gabonaise Libreville, mais aussi dans les communes d'Ovendo et d'Akonda. De manière globale, les gens sont réceptifs, mais évidemment il y a toujours des réticences parce qu'il y en a qui doutent, il y en a qui ont des soupçons, qui sont inquiets lorsqu'ils voient les agents arriver avec des badges. Mais malgré cela, on arrive à communiquer, on arrive à leur dire exactement de quoi il est question et ils tombent d'accord et par la fin, on finit toujours par enregistrer. Le but de cette opération est d'immatriculer les travailleurs et leurs employeurs afin de leur garantir une prise en charge maladie. Cette opération ne concerne que les petits opérateurs économiques et autres Gabonais qui ont des activités génératrices de revenus, telles que les salons de coiffure, les ateliers de couture, les menuiseries, les épiceries, les boulangeries, les structures scolaires et sanitaires privées, les restaurants et bien d'autres. Nous sommes là pour leur bien. Il s'agit d'une opération d'identification et de sensibilisation. Ils sont tous d'accord et on arrive à trouver des compromis malgré les réticences. Au terme de cette opération, le fichier des Gabonais économiquement faibles sera mis à jour tout en retranchant les personnes exerçant une activité économique dont le montant des revenus mensuels est supérieur ou égal au SMIC en vue de les basculer dans le fonds du secteur privé. Ouvrons la page Afrique au Maroc où, devant la presse ce mardi à la conférence climat de Marrakech, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exprimé ce mardi son espoir que le nouveau président américain Donald Trump comprendra l'urgence de l'action contre le réchauffement climatique COP22. Retrouvons Bienvenue Nelken. Pendant sa campagne, Donald Trump avait qualifié sur son compte Twitter le réchauffement de canular et de complot chinois. Il a promis de relancer l'extraction de charbon et la production offshore de gaz et de pétrole, puis menacé d'annuler l'accord de Paris conclu par la communauté internationale fin 2015 contre le réchauffement climatique. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exprimé mardi à Marrakech son espoir que le futur président américain, Donald Trump, comprendra l'urgence de l'action contre le réchauffement planétaire. I believe that he understands that
Je pense avoir longuement expliqué nos attentes et notre espoir que le président nouvellement élu, M. Trump, entendra et comprendra le sérieux et l'urgence de l'action climatique. Ban Ki-moon a évoqué l'engagement du monde entier pour lutter contre ce phénomène. Il a appelé mardi les autres pays à ratifier le pacte et l'ensemble des États à accroître leurs ambitions en matière de réduction des gaz à effet de serre, à ce stade insuffisante. Quelques 109 États ont d'ailleurs à ce jour ratifié l'accord de Paris, entré en vigueur début novembre. Le secrétaire général s'est entretenu avec Donald Trump après l'élection. Je suis sûr qu'il prendra une décision sage, a-t-il ajouté. Et nous restons au Maroc où, tel qu'annoncé à l'entame, les chefs d'État et de gouvernement de la planète sont arrivés ce mardi à Marrakech pour participer à la conférence internationale sur le climat, la COP22. Parmi eux, le Soudanais Omar El-Béchir. En témoigne ce compte rendu de Marina Mendeman. Une dizaine de présidents en majorité africains ont été reçus ce mardi à Marrakech pour participer à la conférence internationale sur le climat, la COP22. Parmi ces derniers, on compte la présence du président soudanais Omar El-Béchir, président recherché depuis 2009 par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre au Darfour. Signataire du traité de Rome, traité fondateur de la CPI, le Maroc n'a jamais ratifié ce traité et n'a donc pas le droit ni l'obligation de procéder à une arrestation à l'encontre d'Omar El-Béchir, dont les rares déplacements à l'étranger suscitent souvent de larges polémiques. Poursuivi depuis 2008 par le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, pour crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre au Darfour, le procureur accuse le président soudanais d'être à l'origine d'une campagne systématique d'intimidation, de meurtre, de viol contre 3 groupes ethniques du Darfour, les Four, les Mazali et les Agawa. Des campagnes orchestrées par le gouvernement soudanais qui auraient forcé le déplacement de plus de 1,5 million de personnes. En mars 2009, un mandat d'arrêt international à l'encontre d'Omar El-Béchir lui est assigné. Omar El-Béchir, en plus d'être le premier chef d'État en exercice recherché par la CPI, il est également le premier accusé de crimes de génocide devant la CPI. Et entre-temps, en séjour en terre marocaine, le président français François Hollande a appelé ce mardi les États-Unis du président nouvellement élu Donald Trump à respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat scellé en 2015. Le récit de Lardingue Mamba. À Marrakech ce mardi, dans le cadre de la COP22, François Hollande, président de la République française, a rappelé que l'accord de Paris sur le réchauffement climatique était irréversible. Lors de cette 22e conférence internationale sur le climat, qui se tient du 7 au 18 novembre au Maroc, le président français a appelé Washington et le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, à respecter les engagements pris par son prédécesseur, Barack Obama. Les États-Unis, première puissance économique du monde, deuxième émetteur de gaz à effet de serre, doivent respecter les engagements qui ont été pris. Le président Barack Obama avait ratifié l'accord de Paris en 2015 comme une centaine d'autres chefs d'État. Mais durant la campagne présidentielle américaine, le président élu Donald Trump avait déclaré vouloir revenir sur l'accord de Paris et supprimer tous les financements américains des programmes des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Partons pour l'Égypte où ce mardi, la Cour de cassation a annulé la peine de mort de l'ex-président des frères musulmans, Mohamed Morsi, ainsi que la condamnation à mort du guide suprême de la confrérie, Mohamed Badi. 2 points avec Lardingue Mamba. L'ex-président égyptien Mohamed Morsi ne sera plus condamné à mort. La Cour de cassation égyptienne a annulé ce mardi 15 novembre sa peine capitale. Avec lui, d'autres personnalités égyptiennes, à savoir le guide suprême de la confrérie des frères musulmans, Mohamed Badi, ainsi que plusieurs hauts responsables de cette confrérie. En juin 2015, dans l'affaire de l'évasion des prisons, Mohamed Morsi avait été condamné à mort par la cour d'assises. L'ex-président ainsi que le guide suprême de la confrérie et l'un de ses assistants avaient été jugés responsables de la mort de dizaines de personnes dans l'attaque contre la prison de Hadi al-Natroun au début du soulèvement contre Hosni Moubarak en janvier 2011. Après la décision de la Cour de cassation, les accusés devront être jugés devant une nouvelle chambre de la Cour d'assises. Il est intéressant de noter que le parquet s'est joint à la défense pour demander l'annulation de la condamnation de Morsi.
Mais si l'ex-président a échappé à la peine de mort, il n'en demeure pas moins qu'il est condamné à 85 ans de prison dans divers procès. L'une de ces peines de 20 ans de prison est définitive, puisqu'elle a été confirmée par la même Cour de cassation. Et la page Afrique se referme au Kenya, qui a procédé ce mardi à la destruction de près de 5000 armes à feu illégales. Objectif, lutter contre la violence, les conflits communautaires et le braconnage. Marina Mendeman s'en fait l'écho. 5250 armes à feu illégales ont été détruites ce mardi à Ngong, ville située dans le sud-ouest de Nairobi, capitale du Kenya. Des armes illégales confisquées à une variété de criminels qui ont été aspergés par du diesel avant d'être complètement incendiés. Une démonstration de l'engagement du gouvernement kenyan à combattre le crime armé dans la nation est-africaine, les taux de criminalité liés aux armes à feu et même le braconnage de la faune sauvage et les vols à main armée. Nous avons détruit 5250 armes à feu ici aujourd'hui. La plupart de ces armes nous ont été remises volontairement. Certaines appartenaient à de grands criminels et avaient été découvertes par nos forces de sécurité. D'autres faisaient partie des opérations de désarmement menées par le gouvernement kenyan. Signataire d'un acte qui lutte contre la circulation illégale des armes à feu dans la région des Grands Lacs et de la Corne de l'Afrique, le Kenya et 8 autres pays, l'Ouganda, le Soudan, la Tanzanie, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Djibouti et le Rwanda se sont engagés à lutter contre les violences qui grimpent au fil des années dans leur pays et à mesure que les auteurs deviennent de plus en plus sophistiqués. Poursuivons avec les actualités hors du continent. Tout d'abord en France, la vie est très difficile et la langue française aussi. Sur une scène de théâtre à Hammam, 2 frères jumeaux syriens ayant fui leur pays en guerre racontent les déboires de l'exil en France. Le récit de Gaël Mapessi. Tiré d'un roman du dramaturge polonais Sławomir, la pièce est jouée par 2 opposants au régime syrien, Mohamed et Ahmad Mala, 33 ans, qui se sont inspirés de leurs 4 années de séjour en France où ils ont obtenu l'asile politique. En quelques mots, la pièce parle de 2 personnes, de 2 réfugiés, chacun venant d'un pays sous une dictature. Ils vivent dans une chambre au sous-sol à Paris, ville des Lumières. Ils ne se ressemblent en rien, ni dans la culture, ni dans la langue dont ils communiquent en français. Nous parlons donc des souffrances des réfugiés. Avec humour, les 2 acteurs tournent en dérision toute une série de situations, comme lorsqu'ils découvrent les complexités du métro parisien ou des démarches administratives. C'est une expérience personnelle en quelque sorte, mais pas complètement. Nous ne parlons pas justement de Mohamed ou d'Ahmed Malas. Nous parlons des souffrances de tous les réfugiés dans le monde. Et puisque nous vivons en France, nous parlons des réfugiés en France. Car en France, il y a des réfugiés d'Afrique, du Maghreb, de l'Orient, etc. Bien que son frère et lui vivent désormais en France, ils ne cachent pas leur tristesse face à ce qu'endure leur pays. En Russie, quelques heures seulement après son arrestation, en pleine nuit par des agents des services secrets, le ministre russe de l'économie, Alexei Olyukayev, a été inculpé ce mardi pour extorsion de pots de vin. Bienvenue Nelkem nous en dit plus. Selon les enquêteurs, Alexei Olyukayev, 60 ans et ministre depuis 2013, a exigé de la direction de Rosneft un pot de vin de 2 millions de dollars en échange de son feu vert pour l'acquisition par le géant pétrolier semi-public russe Rosneft du pétrolier Bachnef appartenant à l'État. Le ministre russe de l'économie a donc été inculpé ce mardi pour extorsion de pots de vin quelques heures après son arrestation, peu avant minuit, lors d'une opération menée par le FSB, ex-KGB. Toujours selon le comité d'enquête, le ministre a menacé d'user des pouvoirs liés à sa fonction pour faire obstacle aux activités de la compagnie, si cette dernière ne lui versait pas le pot de vin. Le ministre, acteur clé du gouvernement en période de récession économique, risque de 8 à 15 ans de prison. Le ministre de l'économie n'était pas le seul au sein du gouvernement à voir d'un mauvais œil cette opération. Mais après une volte-face du Kremlin, il avait dû ensuite s'y plier et mettre en œuvre, en un temps record, en octobre, cette transaction d'environ 5 milliards de dollars, ce qui avait été interprété comme une victoire du patron de Rosneft, Igor Sechin. Ce proche de Vladimir Poutine
aussi discret qu'influent, est considéré comme un des chefs de file des Siloviki. Ses responsables issus, comme le président des services secrets, de l'armée ou de la police. À Hong Kong, la justice a disqualifié ce mardi de nouveaux députés hongkongais favorables à un divorce avec la Chine, et ce, une semaine après avoir été frappés d'une interdiction de siéger par Pékin au motif qu'ils avaient écorché leur prestation de serment. Jamila Mbengman. Le Conseil législatif, le Parlement de Hong Kong a été ces dernières semaines le théâtre de scènes de chaos dû au rejet de la prestation de serment des deux indépendantistes qui s'étaient drapés dans une bannière proclamant que Hong Kong n'est pas la Chine. Yeo Wei-shing et Ba Jo-leung, élus en septembre, avaient également refusé de prononcer correctement le mot Chine et utiliser des termes péjoratifs en prononçant le serment, lequel stipule que Hong Kong est une région administrative spéciale de la République populaire de Chine. L'exécutif de l'ex-colonie britannique avait déposé contre eux un recours pour demander à la Haute Cour de les disqualifier. Je veux souligner le fait que moi et Ba Jo-leung avons été choisis par les électeurs au travers des législatives de septembre avec 20 643 voix et plus de 30 000 pour lui. Si le tribunal utilise cette méthode pour nous disqualifier, je pense que chacun comprend dans quel type de société nous sommes. L'affaire des serments et l'intervention de Pékin a contribué à renforcer la tension dans l'ex-colonie britannique, revenue en 1997 dans le giron de la Chine et renforcer les craintes de ceux qui sentent un durcissement de la mainmise chinoise sur la ville. Avant que la Haute Cour ne rende son arrêt, le chef de l'exécutif hongkongais Leung Ching-ying avait prononcé auprès de l'agence chinoise Nouvelle une tolérance zéro contre la mouvance indépendantiste. Hong Kong a été le théâtre de manifestations rappelant, même si elles n'avaient pas leur ampleur, les mobilisations massives de la révolte des parapluies de 2014. Et pour finir, sport football, et c'est en Corée du Nord, plus isolée que jamais sur la scène internationale après ses essais nucléaires cette année, la Corée du Nord voudrait briller cette fois sur un autre terrain. Pour tout vous dire, Pyongyang mise à présent sur le sport pour améliorer son image, surtout que les dirigeants du pays pensent que le foot est une arme de propagande, en témoigne ce reportage. Le leader suprême Kim Jong-un en a fait une priorité stratégique. C'est sur les terrains de sport que la Corée du Nord va redorer son blason. Pour les entraîneurs de l'école de football internationale de Pyongyang, l'objectif est donc clair. Notre but, c'est d'entraîner nos étudiants pour qu'ils deviennent de grands joueurs de l'équipe nationale, des champions encore meilleurs que Lionel Messi. Cette école a ouvert en 2013 pour former ceux qui intégreront un jour l'équipe nationale. 200 élèves, filles et garçons, s'entraînent mais aussi vivent et étudient ici. L'académie a d'ailleurs développé, sur une idée du leader, dit-on, une méthode unique à la Corée du Nord entre chorégraphie et conduite de balle. Et comme les gestes techniques, la rhétorique des étudiants est bien huilée. Nous sommes dans cette école pour devenir de bons footballeurs, quoi qu'il arrive. Mon but, c'est de devenir un grand footballeur, pour amener la gloire à mon pays et à l'équipe nationale. Une sélection nationale qui aura bien besoin de ses talents. La Corée du Nord est à la traîne au classement FIFA, loin derrière la 100e place, et elle est déjà éliminée du prochain mondial. Pour changer ça, la fédération a récemment engagé un entraîneur norvégien, une ouverture qui doit aussi s'appliquer aux jeunes joueurs, selon lui. Ils essaient de faire venir des gens expérimentés de l'extérieur désormais, avec moi comme sélectionneur et mes contacts dans le monde entier, surtout en Europe. Ils veulent de cette influence extérieure. Et c'est très important que les meilleurs joueurs, après cette académie, aillent à l'étranger, en Italie, pour s'entraîner là-bas. C'est le football féminin qui a pour l'instant connu le plus de succès. Les seniors ont remporté 3 Coupes d'Asie de 2001 à 2008 et les moins de 17 ans viennent tout juste d'être sacrées championnes du monde. Le futur Lionel Messi nord-coréen, s'il existe, est donc peut-être une fille. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, l'actualité reste dominée par la signature en marge de la COP22 par les présidents gabonais Ali Bongo Ondimba et équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Zogo, dis-je bien, ce mardi d'un compromis juridictionnel visant à soumettre le différend sur l'Inbagné à la Cour internationale de justice.
Et puis, nous l'avons vu dans cette grande session, au niveau international, une dizaine de chefs d'État d'Afrique et du monde prennent actuellement part à Marrakech, au Maroc, à la conférence des parties à la Convention sur les changements climatiques, COP22, qui est le rendez-vous de l'action, de l'innovation et du partage de solutions pour la mise en œuvre des résultats de la COP21. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.